Deuxième partie. La guérison des écrivains. Rédaction du livre. 14. Un fameux 30 août 1975. Vous voyez, Marcus, notre société a été conçue de telle façon qu'il faut sans cesse choisir entre raison et passion. La raison n'a jamais servi personne, et la passion est souvent destructrice. J'aurais donc bien de la peine à vous aider. Pourquoi me dites-vous ça, Harry ? Comme ça. La vie est une arnaque. Vous allez finir vos frites ? Non, servez-vous si le cœur vous en dit. Merci, Harry. Ça ne vous intéresse vraiment pas ce que je vous raconte ? Si, beaucoup. Je vous écoute attentivement. Numéro 14. La vie est une arnaque. Mon Dieu, Marcus, vous n'avez rien compris. J'ai parfois l'impression de converser avec un débile. 16 heures. La journée avait été magnifique. Un de ces samedis ensoleillés de la fin de l'été qui baignaient Aurora dans une atmosphère paisible. Dans le centre-ville, on avait vu flâner les gens, tranquilles, s'attardant devant les vitrines pour profiter des derniers jours de beau temps. Les rues des quartiers résidentiels, désertées par les voitures, s'étaient vues annexées par les enfants qui y organisaient des courses de vélo et de patins à roulettes, tandis que leurs parents, à l'ombre des porches, sirotaient des limonades en épluchant les journaux. Pour la troisième fois en moins d'une heure, Travis Dunn, à bord de sa voiture de patrouille, traversa le quartier de Terrace Avenue et passa devant la maison des Queen. L'après-midi avait été d'un calme absolu, rien à signaler, pas le moindre appel de la centrale. Il avait bien fait quelques contrôles routiers pour s'occuper un peu, mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à Jenny. Elle était là, sous la marquise, avec son père. Ils y avaient passé toute l'après-midi à remplir des grilles de mots croisés, tandis que Tamara taillait les massifs en prévision de l'automne. À l'approche de la maison, Travis ralentit jusqu'à rouler au pas. Il espérait qu'elle le remarquerait, qu'elle tournerait la tête et qu'elle le verrait, qu'elle lui ferait alors un signe de la main, un geste amical qui l'encouragerait à s'arrêter un instant, à la saluer par la vitre ouverte. Peut-être même qu'elle lui offrirait un verre de thé glacé et qu'il converserait un peu. Mais elle ne tourna pas la tête, elle ne le vit pas. Elle riait avec son père, elle avait l'air heureuse. Il continua sa route et s'arrêta quelques dizaines de mètres plus loin, hors de vue. Il regarda le bouquet de fleurs sur le siège passager et attrapa la feuille de papier qui se trouvait juste à côté et sur laquelle il avait noté ce qu'il voulait lui dire. « Bonjour Jenny, quelle belle journée. Si tu es libre ce soir, je me disais que nous pourrions aller nous promener sur la plage. Peut-être même qu'on pourrait aller au cinéma. Ils ont des nouveaux films à Manbury. » Lui donner les fleurs. Lui proposer une promenade et le cinéma, c'était facile, mais il n'osa pas sortir de sa voiture. Il s'empressa de redémarrer et reprit sa patrouille, suivant le même chemin qu'il ferait repasser devant chez les Queen d'ici 20 minutes. Il rangea les fleurs sous le siège pour qu'on ne les remarque pas. C'étaient des roses sauvages, cueillies près de Manbury aux abords d'un petit lac dont lui avait parlé Ernie Pincas. Au premier abord, elles étaient moins jolies que les roses de culture, mais leur couleur était beaucoup plus éclatante. Il avait souvent voulu emmener Jenny là-bas. Il avait même échafaudé tout un plan. Il lui aurait bandé les yeux, l'aurait conduite jusqu'au parterre de rosiers et n'aurait défait le foulard qu'une fois devant les massifs, pour que les 1000 couleurs explosent devant elle comme un feu d'artifice. Ensuite, ils auraient pique-niqué au bord du lac. Mais il n'avait jamais eu le courage de le lui proposer. Il roulait maintenant sur Terrace Avenue et passa devant la maison des Kellergan, sans y prêter plus attention. Il avait la tête ailleurs. Malgré le beau temps, le révérend avait passé toute l'après-midi enfermé dans son garage à bricoler une vieille Harley Davidson qu'il espérait bien faire rouler un jour. D'après le rapport de la police d'Aurora, il ne quitta son atelier que pour aller se servir à boire à la cuisine. Et chaque fois, il trouva Nola qui lisait tranquillement dans le salon. 17h30. À mesure que la journée touchait à sa fin, les rues du centre-ville se vidaient peu à peu, tandis que dans les quartiers résidentiels, les enfants rentraient chez eux en prévision du dîner et que, sous les porches, il ne restait plus que des fauteuils vides et des journaux en désordre. Le chef de la police, Garrett Pratt, qui était en congé, et sa femme Amy rentrèrent chez eux après avoir passé une partie de la journée chez des amis en dehors de la ville. Au même moment, la famille Hathaway, à savoir Nancy, ses 2 frères et leurs parents, regagna sa maison de Terrace Avenue après avoir passé l'après-midi sur la plage de Grand Beach. Il figure au rapport de police que Madame Hathaway, la mère de Nancy, nota qu'on jouait de la musique à un niveau très élevé chez les Kellergan. À plusieurs miles de là, Harry arriva au Seaside Motel. Il s'enregistra pour la chambre 8, sous un nom d'emprunt, et paya comptant pour n'avoir pas à montrer une pièce d'identité. Sur la route, il avait acheté des fleurs. Il avait fait le plein de la voiture également. Tout était prêt. Plus qu'1 heure et demie. À peine. Dès que Nola arriverait, ils fêteraient leur retrouvaille et ils partiraient aussitôt. À 22 heures, ils seraient au Canada. Ils seraient bien ensemble. Elle ne serait plus jamais malheureuse. 18 heures. Deborah Cooper, 61 ans, qui vivait seule depuis la mort de son mari dans une maison isolée à l'orée de la forêt de Side Creek, s'installa à la table de sa cuisine pour préparer une tarte aux pommes.
Après avoir pelé et découpé les fruits, elle en jeta quelques morceaux par la fenêtre pour les ratons laveurs et resta derrière la vitre pour guetter leur venue. C'est alors qu'il lui sembla distinguer une silhouette courant à travers les rangées d'arbres. En y prêtant plus attention, elle eut le temps de voir distinctement une jeune fille en robe rouge poursuivie par un homme, avant qu'il ne disparaisse dans la végétation. Elle se précipita dans le salon où se trouvait le téléphone, afin de contacter les urgences de la police. Le rapport de police indique que l'appel parvint à la centrale à 18h21. Il dura 27 secondes. Sa retranscription en est la suivante. Centrale de la police, quelle est votre urgence? Allô? Mon nom est Deborah Cooper, j'habite à Side Creek Lane. Je crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas, j'étais à la fenêtre, je regardais en direction des bois et là, j'ai vu cette jeune fille qui courait entre les arbres. Il y avait un homme derrière elle. Je crois qu'elle essayait de lui échapper. Où sont-ils à présent? Je ne les vois plus, ils sont dans la forêt. Je vous envoie immédiatement une patrouille, madame. Merci, faites vite. Après avoir raccroché, Deborah Cooper retourna immédiatement à la fenêtre de sa cuisine. Elle ne voyait plus rien. Elle songea que sa vue lui avait peut-être joué des tours, mais que dans le doute, il valait mieux que la police vienne inspecter les environs. Et elle sortit de chez elle pour accueillir la patrouille. Il est indiqué dans le rapport que la centrale de police transmit l'information à la police d'Aurora, dont le seul officier en service ce jour-là était Travis Down. Il arriva à Side Creek Lane environ 4 minutes après l'appel. Après s'être fait rapidement expliquer la situation, l'officier Down procéda à une première fouille de la forêt. Quelques dizaines de mètres après s'être enfoncé entre les rangées d'arbres, il trouva un lambeau de tissu rouge. Estimant que la situation était peut-être grave, il décida de prévenir immédiatement le chef Pratt, bien que celui-ci soit en congé. Il lui téléphona chez lui, depuis la maison de Deborah Cooper. Il était 18h45. 19h. Le chef Pratt avait estimé que l'affaire semblait suffisamment sérieuse pour venir en prendre personnellement la mesure. Travis Dunn ne l'aurait jamais dérangé chez lui si ce n'était pas pour une situation exceptionnelle. À son arrivée à Side Creek Lane, il recommanda à Deborah Cooper de s'enfermer chez elle pendant que lui et Travis partaient pour procéder à une fouille plus approfondie de la forêt. Ils s'engagèrent sur le chemin qui longeait le bord de l'océan dans la direction que la jeune fille en robe rouge semblait avoir prise. D'après le rapport de police, après avoir marché un bon mile, les deux policiers découvrirent des traces de sang et des cheveux blonds dans une partie plutôt dégagée de la forêt, proche du bord de l'océan. Il était 19h30. Il est probable que Deborah Cooper soit restée à la fenêtre de sa cuisine pour essayer de suivre les policiers. Ceux-ci avaient déjà disparu sur le sentier depuis un bon moment lorsqu'elle vit soudain surgir de la forêt une jeune femme, la robe déchirée et le visage en sang, qui appelait à l'aide et qui se précipita vers la maison. Deborah Cooper, prise de panique, déverrouilla la porte de la cuisine pour l'accueillir et se rua dans le salon pour appeler à nouveau la police. Le rapport de police indique que le deuxième appel de Deborah Cooper parvint à 19h33 à la centrale. Il dura un peu plus de 40 secondes. Sa retranscription en est la suivante. Centrale de la police, quelle est votre urgence? Allô? Ici Deborah Cooper, j'ai appelé tout à l'heure pour signaler une jeune fille poursuivie dans les bois. Eh bien, elle est là, elle est dans ma cuisine. Calmez-vous, madame, que s'est-il passé? Je n'en sais rien, elle est arrivée de la forêt. Il y a d'ailleurs 2 policiers qui sont dans la forêt en ce moment, mais je pense qu'ils ne l'ont pas vue. Je l'ai recueillie dans ma cuisine. Je crois que c'est la fille du révérend, la petite qui travaille au Clarks. Je crois que c'est elle. Quelle est votre adresse? Deborah Cooper, Side Creek Lane, à Aurora. Je vous ai appelé avant. La fille est là, vous comprenez? Elle a le visage en sang. Venez vite. Ne bougez pas, madame, j'envoie des renforts immédiatement. Les 2 policiers inspectaient les traces de sang lorsqu'ils entendirent la déflagration retentir depuis la maison. Sans perdre une seconde, ils rebroussèrent chemin en courant, l'arme à la main. Au même moment, l'opérateur de la centrale de la police, ne parvenant à joindre ni l'agent Travis Down ni le chef Pratt sur le radio de bord, et jugeant la situation préoccupante, décida de déclencher une alerte générale auprès du bureau du shérif et de la police d'État et d'envoyer les unités disponibles à Side Creek Lane. 19h45. L'officier Down et le chef Pratt arrivèrent à la maison hors d'haleine. Ils entrèrent par la porte de derrière qui donnait sur la cuisine, où ils trouvèrent Deborah Cooper morte, gisant sur le carrelage, baignant dans son sang, un impact de balle au niveau du cœur. Après une rapide fouille du rez-de-chaussée qui s'avéra infructueuse, le chef Pratt se précipita à sa voiture pour prévenir la centrale et demander des renforts. La retranscription de sa discussion avec l'opérateur de la centrale est la suivante. Ici le chef Pratt, police d'Aurora, demande urgente de renfort à Side Creek Lane, au croisement de la route 1. Nous avons une femme tuée par balle et vraisemblablement une gamine dans la nature. Chef Pratt, nous avons déjà reçu un appel de détresse d'une madame Deborah Cooper à Side Creek Lane, à 19h33, nous informant qu'une jeune fille avait trouvé refuge chez elle. Les 2 affaires sont-elles liées? Quoi? C'est Deborah Cooper qui est morte. Il n'y a plus personne dans la maison. On voyait toute la cavalerie disponible. Il est en train de se passer un sacré merdier ici.
Des unités sont en route, chef. Je vous en envoie d'autres. Avant même la fin de la communication, Pratt entendit une sirène. Les renforts arrivaient déjà. Il eut à peine le temps de prévenir Travis de la situation, lui demandant notamment de refouiller la maison, que la radio se mit à crépiter soudain. Une poursuite venait de s'engager sur la route 1, à quelques centaines de mètres de là, entre une voiture du bureau du shérif et un véhicule suspect, repéré aux abords de la forêt. L'adjoint du shérif, Paul Summons, premier parmi les renforts en route à arriver, venait de croiser par hasard une Chevrolet Monte-Carlo noire aux plaques illisibles, qui sortait du sous-bois et s'enfuyait à toute allure malgré ses injonctions. Elle partait en direction du nord. Le chef Pratt sauta dans sa voiture et partit prêter main forte à Summons. Il s'engagea sur un chemin forestier parallèle à la route 1 afin de couper plus haut la route aux fuyards. Il déboula sur la route principale 3 miles après Side Creek Lane et manqua de peu d'intercepter la Chevrolet noire. Les voitures étaient lancées à des vitesses folles. La Chevrolet poursuivait sa course sur la route 1, direction nord. Le chef Pratt lança un appel radio à toutes les unités disponibles pour dresser des barrages et demander l'envoi d'un hélicoptère. Bientôt la Chevrolet, après un virage spectaculaire, s'engagea sur une route secondaire, puis sur une autre. Elle roulait à tombeau ouvert. Les véhicules de police avaient de la peine à la suivre. Sur sa radio de bord, Pratt hurlait qu'ils étaient en train de la perdre. La poursuite continua sur des routes étroites. Le conducteur semblait savoir exactement où il allait, parvenant à distancer peu à peu les policiers. Arrivé à une intersection, la Chevrolet manqua de percuter un véhicule venant en sens inverse qui s'immobilisa au milieu de la chaussée. Pratt parvint à contourner l'obstacle en passant par la bande herbeuse, mais Summons, qui arrivait juste derrière lui, ne put éviter la collision, heureusement sans gravité. Pratt, désormais seul derrière la Chevrolet, guida les renforts du mieux qu'il put. Il perdit un instant le contact visuel avec la voiture, mais la repéra ensuite sur la route de Manbury, avant de se faire distancer définitivement. C'est lorsqu'il croisa des patrouilles qui arrivaient en sens inverse qu'il comprit que le véhicule suspect leur avait échappé. Il demanda immédiatement le bouclage de toutes les routes, la fouille générale de toute la région et l'envoi de la police d'État. À Side Creek Lane, Travis Dunn était catégorique. Il n'y avait pas la moindre trace de la jeune fille en robe rouge, ni dans la maison, ni dans les abords immédiats. 20 heures. Le révérend David Kellergan, paniqué, composa le numéro d'urgence de la police pour indiquer que sa fille, Nola, 15 ans, avait disparu. C'est un adjoint du shérif du comté venu en renfort qui arriva le premier au 245 Terrace Avenue, aussitôt suivi par Travis Down. À 20h15, le chef Pratt arriva à son tour sur place. La conversation entre Deborah Cooper et l'opérateur de la centrale de police ne laissait aucun doute possible. C'était Nola Kellergan qui avait été vue à Side Creek Lane. À 20h25, le chef Pratt envoya un nouveau message d'alerte générale confirmant la disparition de Nola Kellergan, 15 ans, localisée pour la dernière fois 1 heure plus tôt à Side Creek Lane. Des renforts de police affluaient de tout le comté. Pendant qu'une première phase de fouille de la forêt et de la plage débutait, dans l'espoir de retrouver Nola Kellergan avant la nuit, des patrouilles sillonnaient la région à la recherche de la Chevrolet noire, dont on avait pour le moment perdu la trace. 21h. À 21h, des unités de la police d'État arrivèrent à Side Creek Lane sous le commandement du capitaine Neil Roddick. Des équipes de la brigade scientifique furent également dépêchées chez Deborah Cooper et dans la forêt, là où avaient été trouvées les traces de sang. Des puissants groupes halogènes furent installés pour éclairer la zone. On y releva des touffes de cheveux blonds arrachés, des éclats de dents et des lambeaux de tissu rouge. Roddick et Pratt, observant la scène de loin, firent le point de la situation. « On dirait que ça a été une véritable boucherie, dit Pratt. Roddick acquiesça, puis il demanda « Et vous pensez qu'elle est encore dans la forêt ?» Soit elle a disparu dans cette voiture, soit elle est dans la forêt. La plage, elle, a déjà été passée au peigne fin, rien à signaler. Roddick resta pensif un instant. Qu'a-t-il bien pu se passer? A-t-elle été emmenée loin d'ici? Gît-elle quelque part dans les bois? J'y comprends rien, soupira Pratt. Tout ce que je veux, c'est retrouver cette gamine vivante, et très vite. Je sais, chef. Mais avec tout le sang qu'elle a perdu, si elle est encore vivante quelque part dans cette forêt, elle doit être dans un sale état. À se demander comment elle a pu trouver la force de se rendre jusqu'à cette maison. La force du désespoir, sans doute. Sans doute. Pas de nouvelles de la voiture? Demanda encore Roddick. Aucune. Un vrai mystère. Pourtant, il y a des barrages absolument partout, dans toutes les directions possibles. Lorsque des agents découvrirent des traces de sang menant de la maison de Deborah Cooper jusqu'à l'endroit où avait été repérée la Chevrolet noire, Roddick eut une moue résignée. « J'aime pas jouer les oiseaux de mauvais augure, dit-il, mais soit elle s'est traînée quelque part pour mourir, soit elle a fini dans le coffre de cette voiture. » À 21h45, alors que le jour n'était qu'un halo flottant au-dessus de la ligne d'horizon, Roddick demanda à Pratt d'interrompre les recherches pour la nuit. « Interrompre les recherches ?» protesta Pratt. « Vous n'y pensez pas? Imaginez qu'elle soit quelque part, juste là, encore vivante, à attendre des secours. On ne va quand même pas abandonner cette gamine dans la forêt. Les gars y passeront la nuit s'il le faut. Mais si elle est là, ils la retrouveront. » Roddick était un officier de terrain expérimenté.
Il savait que les polices locales étaient parfois naïves, et une partie de son métier consistait à convaincre leurs responsables de la réalité de la situation. « Chef Pratt, vous devez lever les recherches. Cette forêt est immense, on ne voit plus rien. Une fouille de nuit est inutile. Au mieux, vous épuiserez vos ressources et vous devrez tout recommencer demain. Au pire, vous allez perdre des flics dans cette forêt gigantesque, et il faudra ensuite se mettre à leur recherche également. Vous avez déjà assez de soucis comme ça sur les épaules. » « Mais il faut la retrouver. Chef, croyez-en mon expérience. Passer la nuit dehors ne servira à rien. Si la petite est en vie, même blessée, nous la retrouverons demain. » Pendant ce temps, à Aurora, la population était dans tous ses états. Des centaines de badauds se pressaient autour de la maison des Kellergan, difficilement contenus par les bandes de police. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Lorsque le chef Pratt retourna sur place, il fut obligé de confirmer les différentes rumeurs. Deborah Cooper était morte, Nola avait disparu. Il y eut des cris d'effroi dans la foule. Les mères de famille ramenèrent leurs enfants à la maison et s'y barricadèrent, tandis que les pères ressortirent leurs vieux fusils et s'organisèrent en milices citoyennes pour surveiller les quartiers. La tâche du chef Pratt se compliquait. Il ne fallait pas que la ville cède à la panique. Des patrouilles de police sillonnèrent les rues sans relâche pour assurer la population, tandis que des agents de la police d'État se chargeaient de faire du porte-à-porte pour recueillir les témoignages des voisins de Terrace Avenue. 23 heures. Dans la salle de réunion du poste de police d'Aurora, le chef Pratt et le capitaine Roddick firent le point. Les premiers éléments de l'enquête indiquaient qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, ni de bagarre dans la chambre de Nola. Juste la fenêtre grande ouverte. « La petite a-t-elle emporté des affaires » demanda Roddick. « Non. Ni affaires, ni argent. Sa tirelire est intacte. Il y a 120 $ à l'intérieur. » Ça pue l'enlèvement. Et personne parmi les voisins n'a remarqué quoi que ce soit. Ça ne m'étonne pas. Quelqu'un aura convaincu la fillette de le suivre. Par la fenêtre ? Peut-être. Ou pas. On est au mois d'août, tout le monde garde la fenêtre ouverte. Peut-être qu'elle est sortie se promener et qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Apparemment, un témoin, un certain Gregory Stark, a déclaré avoir entendu des cris chez les Kellergan en promenant son chien. C'était autour de 17 heures, mais il n'est pas sûr. « Comment ça, pas sûr ?» demanda Roddick. « Il dit qu'il y avait de la musique chez les Kellergan, de la musique très forte. » Roddick pesta. « On n'a rien, pas d'indice, pas de traces, c'est comme un fantôme. On a juste cette gamine aperçue quelques instants, en sang, paniquée et appelant à l'aide. » « Selon vous, qu'est-ce qu'il convient de faire à présent » demanda Pratt. « Croyez-moi, vous avez fait ce que vous avez pu pour ce soir. Il est temps de vous concentrer sur la suite. Renvoyez tout le monde se reposer, mais maintenez les barrages sur les routes. Préparez un plan de fouille de la forêt, il faudra reprendre les recherches demain à l'aube. Vous êtes le seul à pouvoir mener les recherches, vous connaissez la forêt par cœur. Renvoyez aussi un communiqué à toutes les polices. Essayez de donner des détails précis sur Nola. Un bijou qu'elle porterait, un détail physique qui la différencierait et qui permettrait à des témoins de l'identifier. Je transmettrai ces informations au FBI, aux polices des États voisins et à la police des frontières. Je vais demander un hélicoptère pour demain et des renforts en chiens. Dormez aussi un peu si vous le pouvez, et priez. J'aime mon métier, chef, mais les enlèvements d'enfants, c'est plus que je ne peux supporter. » La ville resta agitée toute la nuit du balai des voitures de police et des badauds autour de Terrace Avenue. Certains voulaient aller dans les bois, d'autres se présentaient au poste de police pour offrir de participer aux recherches. La panique gagnait les habitants. Dimanche 31 août 1975. Une pluie glaciale s'abattait sur la région, envahie par une brume épaisse venue de l'océan. À 5 heures du matin, à proximité de la maison de Deborah Cooper, sous une immense bâche tendue à la hâte, le chef Pratt et le capitaine Roddick donnaient les consignes au premier groupe de policiers et de volontaires. Sur une carte, la forêt avait été quadrillée en secteurs et chaque secteur attribué à une équipe. Des renforts de maîtres chiens et de gardes forestiers étaient attendus dans la matinée pour permettre d'élargir les recherches et d'organiser des relèves entre les équipes. L'hélicoptère avait été annulé pour le moment à cause de la mauvaise visibilité. À 7 heures, dans la chambre 8 du Seaside Motel, Harry se réveilla en sursaut. Il avait dormi tout habillé. La radio marchait toujours et diffusait un bulletin d'information. Alerte générale dans la région d'Aurora après la disparition d'une adolescente de 15 ans, Nola Kellergan, hier soir, aux environs de 19 heures. La police recherche toute personne susceptible de lui fournir des informations. Au moment de sa disparition, Nola Kellergan portait une robe rouge. Nola ? Ils s'étaient endormis et ils avaient oublié de partir. Il bondit hors du lit et l'appela. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'elle était dans la chambre avec lui. Puis il se rappela qu'elle n'était pas venue au rendez-vous. Pourquoi l'avait-elle abandonnée ? Pourquoi n'était-elle pas là ? La radio mentionnait sa disparition. Elle s'était donc enfuie de chez elle comme prévu. Mais pourquoi sans lui ? Avait-elle eu un contretemps ? Était-elle allée se réfugier à Goose Cove ? Leur fuite tournait à la catastrophe. Sans réaliser encore la gravité de la situation, il se débarrassa des fleurs et quitta la chambre précipitamment, sans même prendre le temps de se coiffer ni de renouer sa cravate. Il jeta ses valises dans la voiture et démarra en trombe pour retourner à Goose Cove. Après 2 miles à peine, il tomba sur un imposant barrage de police. Le chef Garrett Pratt était venu inspecter la bonne marche du dispositif, un fusil à pompe à la main. Tout le monde était à cran.
Il reconnut la voiture de Harry dans la file des véhicules arrêtés et s'en approcha. « Chef, je viens d'entendre à la radio pour Nola, dit Harry par la fenêtre baissée. Que se passe-t-il ? Saloperie, saloperie, dit-il. Mais que s'est-il passé ? Personne ne le sait, elle a disparu de chez elle. Elle a été aperçue près de Side Creek Lane hier soir et depuis, plus la moindre trace d'elle. Toute la région est bouclée, la forêt est fouillée. Harry crut que son cœur allait cesser de battre. Side Creek Lane, c'était en direction du motel. S'était-elle blessée en route pour leur rendez-vous ? Avait-elle craint, une fois repérée à Side Creek Lane, que la police n'arrive au motel et ne les attrape ensemble ? Où s'était-elle cachée alors ? Le chef remarqua la mauvaise mine de Harry et son coffre rempli de bagages. « Vous rentrez de voyage » interrogea-t-il. Harry décida qu'il fallait maintenir la couverture établie par Nola. « J'étais à Boston pour mon livre. »« Boston » s'étonna Pratt. « Mais vous arrivez du Nord. »« Je sais, balbutia Harry. J'ai fait un saut par Concorde. » Le chef eut un regard suspicieux. Harry conduisait une Chevrolet Monte-Carlo noire. Il lui ordonna de couper le moteur de son véhicule. « Un problème » demanda Harry. « On est à la recherche d'une voiture comme la vôtre, qui pourrait être impliquée dans cette affaire. »« Une Monte-Carlo » ? »« Oui. » 2 officiers fouillèrent la voiture. Ils n'y trouvèrent rien de suspect et le chef Pratt autorisa Harry à repartir. Il lui dit au passage « Je vous demanderai de ne pas quitter la région. Simple précaution, bien entendu. » L'autoradio continuait d'égrener la description de Nola. Jeune fille, blanche, 5,2 pieds de haut, 100 livres, cheveux longs blonds, yeux verts, vêtue d'une robe rouge. Elle portait un collier en or avec le prénom Nola inscrit dessus. Elle n'était pas à Goose Cove, ni sur la plage, ni sur la terrasse, ni à l'intérieur, nulle part. Il l'appela, et tant pis si on l'entendait. Il arpenta la plage, fou. Il chercha une lettre, un mot, mais il n'y avait rien. La panique commença à l'envahir. Pourquoi s'était-elle enfuie si ce n'était pas pour le rejoindre ? Ne sachant plus que faire, il se rendit au Clarks. C'est là qu'il apprit que Deborah Cooper avait vu Nola en sang avant d'être retrouvée assassinée. Il ne pouvait pas y croire. Que s'était-il passé ? Pourquoi avait-il accepté qu'elle vienne par ses propres moyens ? Ils auraient dû se retrouver à Aurora. Il marcha à travers la ville jusqu'à la maison des Kellergan, bordée de voitures de police, et s'immisça dans les conversations des badauds pour essayer de comprendre. En fin de matinée, de retour à Goose Cove, il s'installa sur la terrasse avec une paire de jumelles et du pain pour les mouettes. Et il attendit. Elle s'était perdue, elle allait revenir, c'était certain. Il scruta la plage avec les jumelles, il attendit encore, jusqu'à la tombée de la nuit. 13. La tempête. Le danger des livres, mon cher Marcus, c'est que parfois vous pouvez en perdre le contrôle. Publier, cela signifie que ce que vous avez écrit si solitairement vous échappe soudain des mains et s'en va disparaître dans l'espace public. C'est un moment de grand danger. Vous devez garder la maîtrise de la situation en tout temps. Perdre le contrôle de son propre livre, c'est une catastrophe. Extrait des grands quotidiens de la côte Est, 10 juillet 2008. Extrait du New York Times. Marcus Goldman s'apprête à lever le voile sur l'affaire Harry Kéber. La rumeur selon laquelle l'écrivain Marcus Goldman préparerait un livre sur Harry Kéber courait depuis quelques jours dans le monde culturel. Elle vient d'être confirmée par la fuite de feuillets de l'ouvrage en question, parvenu hier aux rédactions de nombreux quotidiens nationaux. Ce livre raconte l'enquête minutieuse entreprise par Marcus Goldman pour faire toute la lumière sur les événements de l'été 75 ayant mené à l'assassinat de Nola Kellergan, disparue le 30 août 1975 et retrouvée enterrée dans le jardin de Harry Kéber à Aurora le 12 juin 2008. Les droits ont été acquis pour $1 million par la puissante firme éditoriale new-yorkaise Schmidt & Hanson. Son PDG, Roy Barnaski, qui ne s'est livré à aucun commentaire, a néanmoins indiqué que la sortie du livre était prévue pour l'automne prochain sous le titre « L'affaire Harry Kéber ». Extrait du Concord Herald. Les révélations de Marcus Goldman. Goldman, très proche de Harry Kéber, dont il a été l'élève à l'université, raconte les récents événements d'Aurora de l'intérieur. Son récit commence par la découverte de la relation entre Kéber et la jeune Nola Kellergan, alors âgée de 15 ans. Au printemps 2008, environ une année après que je fus devenue la nouvelle vedette de la littérature américaine, il se passa un événement que je décidai d'enfouir profondément dans ma mémoire. Je découvris que mon professeur d'université, Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, avait entretenu une liaison avec une fille de 15 ans, alors que lui-même en avait 34. Cela s'était passé durant l'été 1975. Extrait du Washington Post. La bombe de Marcus Goldman. À mesure qu'il enquête, Goldman semble aller de découverte en découverte. Il raconte notamment que Nola Kellergan était une fille perdue et battue. Son amitié et sa proximité avec Harry Kéber lui apportaient une stabilité qu'elle n'avait jamais connue jusqu'alors et qui lui permettait de rêver à une vie meilleure. Extrait du Boston Globe.
La vie sulfureuse de la jeune Nola Kellergan. Marcus Goldman soulève des éléments qui jusque-là étaient restés inconnus de la presse. Elle était l'objet sexuel de E.S., un puissant homme d'affaires de Concorde qui envoyait son homme de main la chercher comme de la viande fraîche. Mi-femme, mi-enfant, à la merci des fantasmes des hommes d'Aurora, elle devint également la proie du chef de la police locale qui l'aurait forcée à des rapports buccaux, ce même chef de la police qui sera chargé de mener les recherches à sa disparition. Et je perdis le contrôle d'un livre qui n'existait même pas. Aux premières heures du matin du jeudi 10 juillet, je découvris les titres accrocheurs de la presse. Tous les quotidiens nationaux étalaient à leur une des bribes de ce que j'avais écrit, mais en découpant les phrases, en les arrachant à leur contexte. Mes hypothèses étaient devenues d'odieuses affirmations, mes suppositions des faits avérés et mes réflexions d'infâmes jugements de valeur. On avait démonté mon travail, saccagé mes idées, violé ma pensée. On avait tué Goldman, l'écrivain en rémission qui tentait péniblement de retrouver le chemin des livres. À mesure qu'Aurora se réveillait, les mois gagnaient la ville. Les habitants médusaient, lisaient et relisaient les articles des journaux. Le téléphone de la maison se mit à sonner tous azimuts. Certains mécontents vinrent sonner à ma porte pour obtenir des explications. J'avais le choix entre affronter ou me cacher. Je décidai d'affronter. Sur le coup de 10 heures, j'avalai 2 doubles whisky et je me rendis au Clarks. En passant la porte vitrée de l'établissement, je sentis les regards des habitués s'abattre sur moi comme autant de poignards. Je m'installai à la table 17, le cœur battant, et Jenny, furieuse, se précipita vers moi pour me dire que j'étais la pire des ordures. Je crus qu'elle allait m'envoyer sa cafetière en pleine figure. « Alors quoi » explosa-t-elle. « T'es venue ici juste pour te faire du pognon sur notre dos ? Juste pour écrire des saloperies sur nous ?» Elle avait des larmes plein les yeux. J'essayai de calmer le jeu. « Jenny, tu sais que ce n'est pas vrai. Ces extraits n'auraient jamais dû être publiés. »« Mais tu as vraiment écrit ces horreurs ? Ces phrases hors de leur contexte sont abominables. »« Mais ces mots, tu les as écrits ?»« Oui, mais il n'y a pas de « mais », Marcus. Je t'assure, je ne voulais pas porter préjudice à qui que ce soit. »« Pas porter de préjudice ? Tu veux que je cite ton chef-d'œuvre ?» Elle déplia un cahier de journal. « Regarde, c'est écrit là. Jenny Quinn, la serveuse du Clarks, était amoureuse de Harry depuis le premier jour. C'est comme ça que tu me définis ? Comme la serveuse, la souillon de service, qui bave d'amour en pensant à Harry ? Tu sais que ce n'est pas vrai. Mais c'est écrit, nom de Dieu, c'est écrit dans les journaux de tout ce foutu pays. Tout le monde va lire ça. Mes amis, ma famille, mon mari. » Jenny hurlait. Les clients observaient la scène en silence. Par souci d'apaisement, je préférais m'en aller, et je me rendis à la bibliothèque, espérant trouver en Ernie Pincas un allié à même de comprendre la catastrophe des mots mal employés. Mais lui non plus n'avait pas spécialement envie de me voir. « Tiens, voilà le grand Goldman, dit-il en m'apercevant. Tu viens chercher d'autres horreurs à écrire sur cette ville ? Je suis horrifiée par cette fuite, Ernie. Horrifiée ? Arrête ton cinéma. Tout le monde parle de ton bouquin. Journaux, internet, télévision. On ne parle plus que de toi. Tu devrais être content. En tout cas, j'espère que tu as bien profité de toutes les informations que je t'ai fournies. Marcus Goldman, le dieu tout-puissant d'Aurora. Marcus qui débarque ici et qui me dit « J'ai besoin de savoir ci, j'ai besoin de savoir ça. » Jamais de merci, comme si tout était normal, comme si j'étais à la botte du très grand écrivain Marcus Goldman. Tu sais ce que j'ai fait ce week-end ? J'ai 75 ans. Et un dimanche sur 2, je vais arrondir mes fins de mois en travaillant au supermarché de Montbury. Je ramasse les chariots sur le parking, et je les rassemble à l'entrée du magasin. Je sais que ce n'est pas la gloire, que je ne suis pas une grande vedette comme toi, mais j'ai droit à un tout petit peu de respect, non ? Je suis désolée. Désolée ? Mais tu n'es pas désolée du tout. Tu ne savais pas parce que tu ne t'es jamais intéressé, Marc. Tu ne t'es jamais intéressé à personne à Aurora. Tout ce qui compte pour toi, c'est la gloire. Mais la gloire a des conséquences. Je suis sincèrement désolée, Ernie. Allons déjeuner ensemble si tu veux. Je ne veux pas déjeuner. Je veux que tu me laisses tranquille. J'ai des livres à ranger. Les livres sont importants. Toi, tu n'es rien. Je rentrai me terrer à Goose Cove, épouvantée. Marcus Goldman, le fils adoptif d'Aurora, avait malgré lui trahi sa propre famille. Je téléphonai à Douglas et lui demandai de publier un démenti. Un démenti de quoi ? Les journaux n'ont fait que reprendre ce que tu as écrit. De toute façon, ce serait sorti dans 2 mois. Les journaux ont tout déformé. Rien de ce qui transparaît ne correspond à mon livre. Allons, Marc, n'en fais pas tout un plat. Tu dois rester concentré sur ton texte, c'est ça qui compte. Tu as peu de temps devant toi. Tu te rappelles qu'il y a 3 jours, on s'est vu à Boston et que tu as signé un contrat d'1 million de dollars pour écrire un livre en 7 semaines. Je sais, mais ça ne veut pas dire que ça doit être un torchon. Un livre écrit en quelques semaines, c'est un livre écrit en quelques semaines. C'est le temps qu'il a fallu à Harry pour écrire Les origines du mal. Harry, c'est Harry, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. C'est un très grand écrivain. Merci beaucoup.
Et moi alors? Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Toi, tu es un écrivain, disons, moderne. Tu plais parce que tu es jeune et dynamique. Et branché. Tu es un écrivain branché. Voilà. Les gens n'attendent pas de toi que tu obtiennes le prix Pulitzer. Ils aiment tes livres parce que c'est dans la tendance, parce que ça les divertit. Et c'est très bien aussi. Alors c'est vraiment ce que tu penses? Que je suis un écrivain divertissant? Ne déforme pas ce que je dis, Marc. Mais t'es conscient que ton public a un faible pour toi parce que t'es beau garçon. Beau garçon? Mais c'est de pire en pire. Enfin, Marc, tu vois où je veux en venir. Tu véhicules une certaine image. Comme je te le dis, t'es dans la tendance. Tout le monde t'aime bien. T'es à la fois le bon copain, l'amant mystérieux, le gendre idéal. C'est pour ça que l'affaire Harry Kébert connaîtra un immense succès. C'est fou, ton livre n'existe pas, il s'arrache déjà. De toute ma carrière, je n'ai jamais rien vu de pareil. L'affaire Harry Kébert? C'est le titre du livre. Comment ça, le titre du livre? C'est toi qui as écrit ça sur tes feuillets. C'était un titre provisoire. Je l'ai précisé en tête. Titre provisoire. Provisoire. Tu sais, c'est un adjectif qui signifie que quelque chose n'est pas définitif. Barnaskin t'a pas prévenu? Le département marketing a jugé que c'était le titre parfait. Ils ont décidé ça hier soir. Réunion d'urgence à cause des fuites. Ils ont jugé qu'il valait mieux utiliser la fuite comme outil marketing et ils ont lancé la campagne du livre ce matin. Je pensais que tu savais. Va voir sur Internet. Tu pensais que je savais? Mais merde, Doug, t'es mon agent. Tu ne dois pas penser, tu dois agir. Tu dois t'assurer que je suis au courant de tout ce qui se passe autour de mon bouquin, bon sang. Je raccrochais furieux et je me ruais sur mon ordinateur. La première page du site de Schmidt et Hanson était consacrée au livre. Il y avait une grande photo de moi en couleur et des images d'Aurora en noir et blanc qui illustraient le texte suivant. L'affaire Harry Kébert, le récit de Marcus Goldman sur la disparition de Nola Kellergan. À paraître cet automne. Commandez-le dès à présent. À 14 heures ce même jour devait se tenir l'audience convoquée par le bureau du procureur suite aux résultats de l'expertise graphologique. Les journalistes avaient pris d'assaut les marches du palais de justice de Concorde, tandis que sur les chaînes de télévision qui couvraient l'événement en direct, les commentateurs reprenaient à leur compte les révélations publiées par la presse. On parlait à présent d'un éventuel abandon des poursuites. C'était un juteux scandale. 1 heure avant l'audience, je téléphonai à Roth pour lui dire que je ne viendrais pas au tribunal. « Vous vous cachez, Marcus » me tensa-t-il. « Allons, ne jouez pas les timorés. Ce livre, c'est une bénédiction pour tout le monde. Il fera innocenter Harry, il assoira votre carrière et fera faire un grand bond à la mienne. Je ne serai plus simplement le Roth de Concorde. Je serai le Roth dont on parle dans votre best-seller. Ce livre tombe à point, surtout pour vous, au fond. Ça fait quoi? 2 ans que vous n'avez plus rien écrit? Fermez-la, Roth. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et vous, Goldman, arrêtez votre cirque. Votre bouquin va faire un malheur et vous le savez très bien. Vous allez révéler au pays tout entier pourquoi Harry est un pervers. Vous étiez en mal d'inspiration, vous ne saviez pas quoi écrire, et voilà que vous êtes en train d'écrire un livre au succès assuré. Ces pages n'auraient jamais dû parvenir à la presse. Mais ces pages, vous les avez écrites. Ne vous en faites pas, je compte bien sortir Harry de prison aujourd'hui. Grâce à vous, sans doute. J'imagine que le juge lit le journal. Je n'aurais donc pas de peine à le convaincre que Nola était une espèce de salope consentante. Je m'écriai. Ne faites pas ça, Roth. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas ce qu'elle était. Et il l'aimait. Il l'aimait. Mais il avait déjà raccroché. Je le vis peu après sur mon écran de télévision, triomphant, gravissant les marches du palais de justice avec un large sourire. Des journalistes tendaient les micros, lui demandant si ce qui se disait dans la presse était bien la vérité. Nola Kellergan avait-elle eu des aventures avec tous les hommes de la ville? L'enquête repartait-elle de zéro? Et lui répondait gaiement par l'affirmative à toutes les questions qu'on lui posait. Cette audience fut celle de la libération pour Harry. Elle dura à peine 20 minutes, au cours desquelles, au fil des énumérations du juge, toute l'affaire se dégonfla comme un soufflet. La preuve à charge principale, le manuscrit, perdait toute crédibilité du moment que le message « Adieu, Nola chérie » n'avait pas été écrit de la main de Harry. Les autres éléments furent balayés comme des fétus de paille. Les accusations de Tamara Quinn ne pouvaient être étayées par aucune preuve matérielle. La Chevrolet Monte Carlo noire n'avait même pas été considérée comme un élément à charge à l'époque des faits. L'enquête ressemblait à une énorme gabegie, et le juge décida qu'en raison des nouveaux éléments portés à sa connaissance, il autorisait la libération sous caution de Harry Kébert pour une somme d'1 demi-million de dollars. C'était la porte ouverte à l'abandon complet des charges. Ce rebondissement spectaculaire provoqua l'hystérie des journalistes. On se demandait désormais si le procureur n'avait pas voulu se faire un coup de publicité monumental en arrêtant Harry et en le livrant en pâture à l'opinion publique. Devant le palais de justice, on assista ensuite au défilé des partis. Il y eut d'abord Roth, qui jubilait et indiqua que dès le lendemain, le temps de réunir la caution, Harry serait un homme libre.
Puis il y eut le procureur qui tenta sans convaincre d'expliquer la logique de ses investigations. Lorsque j'en eus assez du grand ballet de la justice sur petit écran, je partis courir. J'avais besoin d'aller loin, d'éprouver mon corps. J'avais besoin de me sentir vivant. Je courus jusqu'au petit lac de Manbury, infesté d'enfants et de familles. Sur le chemin du retour, alors que j'avais presque regagné Goose Cove, je me fis dépasser par un camion de pompiers, immédiatement suivi par un autre et par une voiture de police. C'est alors que je vis cette fumée âcre et épaisse qui jaillissait au-dessus des pins, et je compris aussitôt. La maison brûlait. L'incendiaire était venu mettre ses menaces à exécution. Je courus comme je n'avais jamais couru, me précipitant pour sauver cette maison d'écrivain que j'avais tant aimée. Les pompiers s'affairaient déjà, mais les flammes immenses dévoraient la façade. Tout était en train de brûler. À quelques dizaines de mètres de l'incendie, au bord du chemin, un policier observait de près la carrosserie de ma voiture, sur laquelle avait été inscrit à la peinture rouge « Brûle, Goldman, brûle ». À 10 heures le lendemain matin, l'incendie fumait encore. La maison avait été en grande partie détruite. Des experts de la police d'État s'activaient entre les ruines, tandis qu'une équipe de pompiers s'assurait que le foyer ne reprendrait pas. D'après l'intensité des flammes, de l'essence ou un produit accélérant similaire avait été versé sous la marquise. L'incendie s'était immédiatement propagé. La terrasse et le salon avaient été dévastés, de même que la cuisine. Le premier étage avait été relativement épargné par les flammes, mais la fumée et surtout l'eau utilisée par les pompiers avaient commis des dégâts irréversibles. J'étais comme un fantôme, encore en vêtements de sport, assis dans l'herbe, à contempler les ruines. J'avais passé la nuit là. À mes pieds, un sac, intact, que les pompiers avaient extrait de ma chambre. À l'intérieur étaient quelques vêtements et mon ordinateur. J'entendis une voiture arriver et une rumeur bruissait parmi les badauds derrière moi. C'était Harry. Il venait d'être libéré. J'avais prévenu Roth et je savais qu'il l'avait informé du drame. Il fit quelques pas jusqu'à moi, en silence, puis il s'assit dans l'herbe et me dit simplement « Qu'est-ce qui vous a pris, Marcus ?»« Je ne sais pas quoi vous dire, Harry. Ne dites rien, regardez ce que vous avez fait. Pas besoin de mots. »« Harry, Il remarqua l'inscription sur le capot de ma Range Rover. « Votre voiture n'a rien ?»« Non. »« Tant mieux parce que vous allez monter dedans et foutre le camp d'ici. »« Harry !» Elle m'aimait, Marcus. Elle m'aimait. Et je l'aimais comme je n'ai plus jamais aimé ensuite. Pourquoi êtes-vous allé écrire ces horreurs, hein? Vous savez quel est votre problème? Vous n'avez jamais été aimé. Jamais. Vous voulez écrire des romans d'amour, mais l'amour, vous n'y connaissez rien. Je veux que vous partiez maintenant. Au revoir. Je n'ai jamais décrit, ni même imaginé Nola tel que la presse l'affirme. Ils ont volé le sens de mes mots, Harry. Mais qu'est-ce qui vous a pris de laisser Barnaski envoyer ce torchon à toute la presse nationale? C'était un vol. Il éclata d'un rire cynique. Un vol? Ne me dites pas que vous êtes suffisamment naïf pour croire aux salades que Barnaski vous sert. Je peux vous assurer qu'il a lui-même copié et envoyé vos foutues pages à travers tout le pays. Quoi? Mais... Il me coupa la parole. Marcus, je crois que j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Partez maintenant. Vous êtes sur ma propriété et vous n'y êtes plus le bienvenu. Il y eut un long silence. Les pompiers et les policiers nous regardaient. J'attrapai mon sac, je montai dans ma voiture et je partis. Je téléphonai immédiatement à Barnaski. « Heureux de vous entendre, Goldman, me dit-il. Je viens d'apprendre pour la maison de Kébert. C'est sur toutes les chaînes info. Content de savoir que vous n'avez pas de mal. Je ne peux pas vous parler longtemps, j'ai un rendez-vous avec des dirigeants de la Warner Brothers. Des scénaristes sont déjà sur les rangs pour écrire un film sur l'affaire. À partir de vos premières pages. Ils sont enchantés. Je pense qu'on pourra leur vendre les droits pour une petite fortune. » Je l'interrompis. « Il n'y aura pas de bouquin, Roy. » « Qu'est-ce que vous me racontez? C'est vous, hein? C'est vous qui avez envoyé mes feuillets à la presse? Vous avez tout foutu en l'air? Vous faites la girouette, Goldman. Pire! Vous faites la diva et ça ne me plaît pas du tout. Vous faites votre grand spectacle de détective et soudain, pris d'une lubie, vous arrêtez tout? Vous savez quoi? Je vais mettre ça sur le compte de votre nuit éprouvante et oubliez ce coup de téléphone. Pas de livre. Non mais, pour qui vous prenez-vous, Goldman? Pour un véritable écrivain. Écrire, c'est être libre. Il se força à rire. Qui vous a mis ces sornettes en tête? Vous êtes esclave de votre carrière, de vos idées, de vos succès. Vous êtes esclave de votre condition. Écrire, c'est être dépendant de ceux qui vous lisent ou ne vous lisent pas. La liberté, c'est de la foutue connerie. Personne n'est libre. J'ai une partie de votre liberté dans les mains, de même que les actionnaires de la compagnie ont une partie de la mienne dans les leurs. Ainsi est fait la vie, Goldman. Personne n'est libre. Si les gens étaient libres, ils seraient heureux. Connaissez-vous beaucoup de gens véritablement heureux? Comme je ne répondis rien, il poursuivit. Vous savez, la liberté est un concept intéressant. J'ai connu un type qui était trader à Wall Street, le genre de golden boy plein aux as, et à qui tout sourit.
Un jour, il a voulu devenir un homme libre. Il a vu un reportage à la télévision sur l'Alaska, et ça lui a fait une espèce de choc. Il a décidé qu'il serait désormais un chasseur, libre et heureux, et qu'il vivrait du bon air. Il a tout plaqué, et il est parti dans le sud de l'Alaska, vers les Wrangell. Eh bien, figurez-vous que ce type, qui avait toujours tout réussi dans la vie, a également réussi ce pari-là. C'est devenu véritablement un homme libre. Pas d'attache, pas de famille, pas de maison, juste quelques chiens et une tente. C'était le seul homme vraiment libre que j'ai connu. C'était ? C'était. Le bougre a été très libre pendant 4 mois, de juin à octobre. Et puis, il a fini par mourir de froid l'hiver venu, après avoir bouffé tous ses chiens par désespoir. Personne n'est libre, Goldman. Pas même les chasseurs d'Alaska. Nous sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes. Tandis que Barnaski parlait, j'entendis soudain une sirène derrière moi. Je venais d'être prise en chasse par un véhicule de police banalisé. Je raccrochai et me garai sur le bas-côté, pensant être arrêté pour utilisation d'un téléphone portable au volant. Mais de la voiture de police sortit le sergent Gaal Wood. Il s'approcha de ma fenêtre et me dit « Ne me dites pas que vous rentrez à New York, l'écrivain. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Disons que vous en prenez la route. » J'ai roulé sans réfléchir. Instinct de survie ? Vous ne croyez pas si bien dire. Comment m'avez-vous trouvé ? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a votre nom inscrit en rouge sur le capot de votre voiture. Ce n'est pas le moment de rentrer chez vous, l'écrivain. La maison de Harry a brûlé. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Vous ne pouvez pas rentrer à New York. Pourquoi ? Parce que vous êtes un type courageux, que de toute ma carrière, j'ai rarement vu pareille ténacité. Ils ont saccagé mon livre. Mais vous ne l'avez pas encore écrit, ce bouquin. Votre destin est entre vos mains. Vous pouvez encore tout faire. Vous avez le don de créer. Alors mettez-vous au boulot et écrivez un chef-d'œuvre. Vous êtes un battant, l'écrivain. Vous êtes un battant et vous avez un livre à écrire. Vous avez des choses à dire. Et puis, si je peux me permettre, vous m'avez aussi mis dans la merde jusqu'au cou. Le procureur est sur la sellette, et moi avec. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait arrêter Harry rapidement. Je pensais que, 33 ans après les faits, une arrestation surprise aurait raison de son aplomb. Je me suis planté comme un débutant. Et puis vous avez débarqué, avec vos chaussures vernies qui valent 1 mois de mon salaire. Je ne vais pas vous faire une scène d'amour ici, sur le bord de la route, mais ne partez pas. Il faut qu'on boucle cette enquête. Je n'ai plus d'endroit où dormir, la maison a brûlé. Vous venez de vous mettre $1 million dans la poche, c'est écrit dans le journal. Allez vous prendre une suite dans un hôtel de Concorde. Je mettrai mes déjeuners sur votre note. Je meurs de faim. En route, l'écrivain, nous avons du pain sur la planche. Durant toute la semaine qui suivit, je ne remis plus les pieds à Aurora. Je m'étais installée dans une suite du Regents, au centre de Concorde, dans laquelle je passais mes journées à me pencher à la fois sur l'enquête et sur mon livre. Je n'eus de nouvelles de Harry que par l'intermédiaire de Roth, qui m'apprit qu'il s'était installé dans la chambre 8 du Seaside Motel. Roth me dit que Harry ne souhaitait plus me voir parce que j'avais sali le nom de Nola. Puis il ajouta « Au fond, pourquoi êtes-vous allé raconter à toute la presse que Nola était une espèce de petite traînée mal dans sa peau ?» Je tentai de me défendre. Je n'ai rien raconté du tout. J'avais écrit quelques feuillets que j'ai donnés à cette enflure de Roy Barnaski, qui voulait s'assurer que mon travail progressait. Il s'est arrangé pour les diffuser aux journaux en faisant croire à un vol. Si vous le dites. Mais nom de Dieu, c'est la vérité. En tout cas, bravo l'artiste. J'aurais pas pu faire mieux. Que voulez-vous dire ? Faire de la victime un coupable, il n'y a rien de tel pour démonter une accusation. Harry a été libéré sur la base de l'expertise graphologique, vous le saviez mieux que moi. Comme je vous l'ai dit, Marcus, les juges ne sont que des êtres humains. La première chose qu'ils font le matin en buvant leur café, c'est lire le journal. Roth, qui était une personne très terre-à-terre, mais pas antipathique, essaya tout de même de me réconforter en m'expliquant que Harry était certainement très bouleversé par la perte de Goose Cove, et qu'aussitôt que la police parviendrait à mettre la main sur le coupable, il se sentirait beaucoup mieux. Sur ce point, les enquêteurs disposaient d'une piste sérieuse. Le lendemain de l'incendie, après une fouille minutieuse des alentours de la maison, ils avaient découvert sur la plage un bidon d'essence caché dans des fourrés et sur lequel une empreinte digitale avait pu être relevée. Celle-ci, malheureusement, ne trouvait aucune correspondance dans les fichiers de la police, et Gaal Wood considérait que, sans davantage d'éléments, il serait difficile de confondre le coupable. Selon lui, il s'agissait probablement d'un citoyen, tout ce qu'il y avait de plus honorable, sans précédent judiciaire, qui ne se ferait plus jamais remarquer. Néanmoins, il estimait qu'on pouvait réduire le cercle des suspects à quelqu'un de la région, quelqu'un d'Aurora qui, ayant commis son forfait en plein jour, s'était empressé de se débarrasser d'une preuve encombrante, de peur d'être reconnu par d'éventuels promeneurs. J'avais 6 semaines pour inverser le cours des événements et faire de mon livre un bon livre. Il était temps de me battre et de faire de moi l'écrivain que je voulais être. Je me consacrais à mon livre le matin et l'après-midi je travaillais sur l'affaire avec Gaal Wood, qui avait transformé ma suite en annexe de son bureau, utilisant les grooms de l'hôtel pour transbahuter des cartons,
rempli de témoignages, de rapports, d'extraits de journaux, de photos et d'archives. Nous reprîmes toute l'enquête depuis le début. Nous relûmes les rapports de police, nous étudiâmes les déclarations de tous les témoins de l'époque. Nous dessinâmes une carte d'Aurora et des environs, et nous calculâmes toutes les distances, de la maison des Kellergan à Goose Cove, puis de Goose Cove à Side Creek Lane. Gallowwood se rendit sur place pour vérifier tous les temps de trajet, à pied et en voiture, et il vérifia même les temps d'intervention de la police locale à l'époque des faits, qui s'avérèrent très rapides. On peut difficilement remettre en cause le travail du chef Pratt, me dit-il. Les recherches ont été menées avec un grand professionnalisme. Quant à Harry, on sait que le message sur son manuscrit n'a pas été écrit de sa main, révélai-je. Mais alors, pourquoi avoir enterré Nola à Goose Cove ? Pour être tranquille, sans doute, suggéra Gallowwood. Vous m'avez dit que Harry avait raconté à qui voulait l'entendre qu'il s'absentait d'Aurora pour quelque temps. C'est exact. Alors selon vous, le meurtrier savait que Harry n'était pas chez lui ? Possible. Mais reconnaissez qu'il est assez surprenant qu'à son retour, Harry n'ait pas remarqué qu'on avait creusé un trou à proximité de sa maison. Il n'était pas dans son état normal, dis-je. Il était inquiet, dévasté. Il passait son temps à attendre Nola. Largement de quoi ne pas remarquer un peu de terre retournée, surtout à Goose Cove. Dès qu'il pleut un peu, le terrain devient complètement boueux. À la limite, je vous l'accorde. Le meurtrier sait donc que personne ne viendra le déranger ici. Et si jamais on retrouve le cadavre, qui sera accusé ? Harry. Bingo, l'écrivain. Mais alors, pourquoi ce mot, demandai-je ? Pourquoi écrire « Adieu, Nola chérie » ? Ça, c'est la question à $1 million, l'écrivain. Enfin, surtout pour vous, si je peux me permettre. Notre principal problème était que nos pistes partaient dans tous les sens. Plusieurs questions importantes restaient en suspens, et Gallowwood les inscrivit sur d'immenses feuilles de papier. Elijah Stern. Pourquoi paie-t-il Nola pour la faire peindre ? Quel mobile de la tuer ? Luther Caleb. Pourquoi peint-il Nola ? Pourquoi rôde-t-il à Aurora ? Quel mobile de tuer Nola ? David et Louisa Kellergan. Ont-ils battu leur fille trop fort ? Pourquoi cache-t-il la tentative de suicide de Nola et sa fugue d'1 semaine ? Harry Kébert. Coupable ? Chef Garrett Pratt. Pourquoi Nola a-t-elle une relation avec lui ? Mobile. A-t-elle menacé de parler ? Tamara Quinn affirme que le feuillet volé à Harry a disparu. Qui s'en est emparé dans le coffre du Clarks ? Qui a écrit les lettres anonymes à Harry ? Qui sait depuis 33 ans et n'a jamais rien dit ? Qui a mis le feu à Goose Cove ? Qui n'a pas intérêt à ce que l'enquête soit bouclée ? Le soir où Gallowwood punaisa ses panneaux contre un mur de ma suite, il poussa un long soupir plein de désespoir. Plus on avance et moins j'y vois clair, me dit-il. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements entre eux. Voilà la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Il s'effondra dans un fauteuil. Il était 19h et il n'avait plus l'énergie de réfléchir. Comme tous les jours précédents à la même heure, je me préparais à partir pour continuer ce que j'avais entrepris de faire, me remettre à la boxe. Je m'étais trouvé une salle à 1/4 d'heure de voiture et j'avais décidé de faire mon grand retour sur les rings. J'y étais déjà allé tous les soirs depuis mon arrivée au Regents, après que le concierge de l'hôtel m'avait recommandé ce club où lui-même pratiquait. « Où allez-vous comme ça ?» me demanda Gallowwood. « Boxer. Vous voulez venir ?»« Sûrement pas. » Je jetai mes affaires dans un sac et je le saluai. « Restez tant que vous voulez, sergent. Claquez simplement la porte derrière vous. »« Oh, ne vous inquiétez pas, je me suis fait faire un pass de la chambre. Vous allez vraiment boxer ?»« Oui. » Il eut une hésitation, puis, lorsque je passai le seuil de la porte, je l'entendis m'appeler. « Attendez-moi, l'écrivain, je vous accompagne, finalement. »« Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?»« La tentation de vous tabasser. Pourquoi aimez-vous tant la boxe, l'écrivain ?»« C'est une longue histoire, sergent. » Le jeudi 17 juillet, nous rendîmes visite à Neil Roddick, le capitaine de police qui avait codirigé l'enquête avec le chef Pratt en 1975. Il avait aujourd'hui 85 ans et vivait sur une chaise roulante, dans une maison pour vieillards du bord de l'océan. Il avait encore en mémoire les sinistres recherches de Nola. Il disait que c'était l'affaire de sa vie. « Cette gamine qui disparaît, c'était complètement fou, s'exclama-t-il. Une femme l'avait vue sortir de la forêt en sang. Le temps d'appeler la police, la gamine avait disparu pour toujours. Le plus étonnant à mes yeux, c'est cette histoire de musique que faisait jouer le père Kellergan. Ça m'a toujours tracassé. Et puis, je me suis toujours demandé comment on pouvait ne pas remarquer que sa fille avait été enlevée. »« Donc, pour vous, c'était un enlèvement ?» demanda Gallowwood. « Difficile à dire. Manque de preuves. Est-ce que la petite aurait pu aller se promener dehors et se faire ramasser par un maniaque dans sa camionnette ? Oui, bien sûr. Et est-ce que, par hasard, vous vous rappelez le temps qu'il faisait au moment des recherches ? Les conditions météo étaient déplorables. Il y avait de la pluie, beaucoup de brume. Pourquoi me posez-vous cette question ? Pour savoir si Harry Kébert aurait pu ne pas remarquer qu'on avait creusé dans son jardin. Ce n'est pas impossible. La propriété est immense. Avez-vous un jardin, sergent ? Oui. Quelle taille ? Petit. Considérez-vous qu'il serait possible que quelqu'un y creuse un trou de taille modeste en votre absence
Et que vous ne vous en rendiez pas compte ensuite? C'est possible, en effet. Sur la route du retour vers Concorde, Gallowwood me demanda ce que j'en pensais. Pour moi, le manuscrit prouve que Nola n'a pas été enlevée chez elle, dis-je. Elle est partie rejoindre Harry. Ils avaient rendez-vous dans ce motel. Elle s'est enfuie discrètement de chez elle, avec la seule chose qui comptait, le livre de Harry qu'elle avait gardé avec elle. C'est en chemin qu'elle a été enlevée. Gallowwood esquissa un sourire. Je crois que je commence à aimer cette idée, dit-il. Elle s'enfuit de chez elle, ce qui explique que personne n'a rien entendu. Elle marche sur la route 1 pour aller au Seaside Motel. Et c'est à ce moment-là qu'elle est enlevée, ou ramassée sur le bord de la route par quelqu'un en qui elle avait confiance. Nola chérie, a écrit le meurtrier. Il la connaissait. Il propose de la déposer, et puis il se met à la toucher. Peut-être qu'il se range sur le bas-côté et qu'il glisse sa main dans sa jupe. Elle se débat, il la frappe, il lui dit de se tenir tranquille. Mais il n'a pas verrouillé les portes de la voiture et elle parvient à s'enfuir. Elle veut se cacher dans la forêt, mais qui habite à côté de la route 1 et de la forêt de Side Creek? Deborah Cooper. Exact. L'agresseur poursuit Nola, laissant sa voiture sur le bord de la route. Deborah Cooper les voit et appelle la police. Pendant ce temps, l'agresseur attrape Nola à l'endroit où l'on a retrouvé le sang et les cheveux. Elle se défend, il la bat sévèrement. Peut-être même abuse-t-il d'elle. Mais voilà que la police arrive. L'officier Dorn et le chef Pratt se mettent à fouiller la forêt et se rapprochent peu à peu de lui. Ils traînent alors Nola dans les profondeurs de la forêt, mais elle parvient à lui échapper et à rejoindre la maison de Deborah Cooper où elle se réfugie. Dorn et Pratt, eux, poursuivent leur fouille de la forêt. Ils sont déjà trop loin pour se rendre compte de quoi que ce soit. Deborah Cooper recueille Nola dans sa cuisine et s'empresse d'aller au salon pour téléphoner à la police. Lorsqu'elle en revient, l'agresseur est là. Il a pénétré dans sa maison pour récupérer Nola. Il abat Cooper d'une balle en plein cœur et emmène Nola avec lui. Il la traîne jusqu'à sa voiture, la jette dans son coffre, et elle est peut-être toujours vivante, mais probablement inconsciente. Elle a perdu énormément de sang. C'est à ce moment qu'il croise la voiture de l'adjoint du shérif. Une course-poursuite s'engage. Après avoir réussi à semer la police, il se terre à Goose Cove. Il sait que l'endroit est désert, que personne ne viendra le déranger ici. Les policiers le cherchent plus haut, sur la route de Montbury. Il laisse sa voiture à Goose Cove, avec Nola dedans, peut-être même qu'il la cache dans le garage. Puis il descend sur la plage, et il retourne à pied à Aurora. Oui, je suis certain que notre homme habite Aurora. Il connaît les routes, il connaît la forêt, il sait que Harry est absent. Il sait tout. Il rentre chez lui sans que personne ne le remarque. Il se douche, se change, puis lorsque la police arrive au domicile des Kellergan, où le père vient d'annoncer la disparition de sa fille, il rejoint la foule des curieux sur Terrace Avenue et s'y mêle. Voilà pourquoi on n'a jamais retrouvé le meurtrier. Parce que quand tout le monde le cherchait autour d'Aurora, il était au milieu de toute l'agitation, au cœur d'Aurora. Bon sang, fis-je, alors il était là. Oui, je crois que depuis tout ce temps, il était juste là. Au milieu de la nuit, il lui suffira de retourner à Goose Cove en passant par la plage. J'imagine qu'à ce stade, Nola est morte. Alors il l'enterre dans la propriété, à la lisière de la forêt, là où personne ne remarquera que la terre a été retournée. Puis, il récupère sa voiture et la range bien sagement dans son garage à lui, d'où il ne la sortira plus pendant un bout de temps pour ne pas éveiller les soupçons. Le crime était parfait. Je restais bluffé par cette démonstration. Qu'est-ce que cela implique pour notre suspect? Un homme seul. Quelqu'un qui ait pu agir sans que personne ne pose de questions et ne lui demande pourquoi il ne veut plus sortir sa voiture du garage. Quelqu'un qui possède une Chevrolet Monte-Carlo noire. Je me laissais emporter par l'excitation. Il suffit de savoir qui possédait une Chevrolet noire à Aurora à cette époque, et nous avons notre homme. Gallowwood calma immédiatement mes ardeurs. Pratt y a déjà pensé à l'époque. Pratt a pensé à tout. Sur son rapport figure la liste des propriétaires de Chevrolet à Aurora et dans les environs. Il a rendu visite à chacun d'eux, et tous avaient des alibis solides. Tous sauf un, Harry Kébert. Encore Harry. Nous retombions toujours sur Harry. Chaque critère supplémentaire que nous définissions pour démasquer l'assassin lui correspondait. Et Luther Caleb, interrogeai-je avec une lueur d'espoir. Quelle voiture possédait-il? Gallowwood hocha la tête. Une Mustang bleue, dit-il. Je soupirai. Selon vous, sergent, que devrions-nous faire à présent? Il y a la sœur de Caleb que nous n'avons toujours pas interrogée. Je crois qu'il est temps d'aller lui rendre visite. C'est la seule piste que nous n'ayons pas encore véritablement explorée. Ce soir-là, après la boxe, je pris mon courage à deux mains et je me rendis au Seaside Motel. Il était aux environs de 21h30. Harry était assis sur une chaise en plastique, devant la chambre 8, à profiter de la douceur de la soirée en buvant une canette de soda. Il ne dit rien en me voyant. Pour la première fois, je me sentais mal à l'aise en sa présence. J'avais besoin de vous voir, Harry, de vous dire combien je suis désolée à propos de toute cette histoire. Il me fit signe de m'asseoir sur la chaise à côté de la sienne. Soda, me proposa-t-il? Volontiers. La machine est au bout du couloir. Je souris et j'allais me chercher un Coca Light. En revenant, je lui dis « C'est ce que vous m'avez dit la première fois que je suis venue à Goose Cove.
J'étais en 2e année d'université. Vous aviez fait de la limonade, vous m'avez demandé si j'en voulais, j'ai répondu oui, et vous m'avez dit d'aller me servir dans le frigo. C'était une belle époque. Oui. Qu'est-ce qui a changé, Marcus? Rien. Tout, mais rien. Nous avons tous changé, le monde a changé. Le World Trade Center s'est effondré, l'Amérique est partie en guerre. Mais vous, à mes yeux, vous n'avez pas changé. Vous restez mon maître, vous restez Harry. Ce qui a changé, Marcus, c'est ce combat entre le maître et l'élève. Nous ne combattons pas. Et pourtant, si, je vous ai appris à écrire des livres, et regardez ce que me font vos livres, ils me nuisent. Je n'ai jamais voulu vous nuire, Harry. Nous retrouverons celui qui a brûlé Gouskov, je vous le promets. Mais est-ce que cela me rendra les 30 ans de souvenirs que je viens de perdre? Toute ma vie partie en fumée. Pourquoi avez-vous raconté ces horreurs sur Nola? Je ne répondis pas. Nous restâmes silencieux un moment. Malgré la faible lumière des appliques, il remarqua les plaies sur mes poings formées par la répétition des frappes sur les sacs de boxe. Vos mains, dit-il. Vous avez repris la boxe? Oui. Vous placez mal vos frappes. Ça a toujours été votre défaut. Vous tapez bien, mais vous avez toujours la première phalange du majeur qui dépasse trop et qui frotte au moment de l'impact. Allons boxer, proposai-je. Si vous voulez. Nous sommes allés sur le parking. Il n'y avait personne. Nous nous sommes mis torse nu. Il était très amaigri. Il m'a contemplé. Vous êtes très beau, Marcus. Allez vous marier, bon sang, allez vivre. J'ai une enquête à terminer. Au diable votre enquête. Nous nous sommes placés face à face, et nous avons échangé des coups retenus. L'un frappait et l'autre devait maintenir sa garde serrée et se protéger. Harry cognait sec. Vous ne voulez pas savoir qui a tué Nola, demandai-je. Il s'arrêta net. Vous le savez? Non, mais les pistes s'affinent. Le sergent Gallowwood et moi allons voir la sœur de Luther Caleb demain, à Portland, et nous avons encore des gens à interroger à Aurora. Il soupira. Aurora. Depuis ma sortie de prison, je n'ai revu personne. L'autre jour, je suis resté un moment devant la maison détruite. Un pompier m'a dit que je pouvais aller à l'intérieur. J'ai récupéré quelques affaires et je suis venu à pied ici. Je n'en ai plus bougé. Rod s'occupe des assurances et de tout ce qu'il faut. Je ne peux plus aller à Aurora. Je ne peux plus regarder ces gens en face et leur dire que j'aimais Nola et que je lui ai écrit un livre. Je ne peux même plus me regarder en face. Rod dit que votre bouquin va s'appeler l'affaire Harry Kébert. C'est vrai. C'est un livre qui raconte que votre livre est un beau livre. J'aime les origines du mal. C'est ce livre qui m'a poussé à devenir écrivain. Ne dites pas ça, Marcus. C'est la vérité? C'est probablement le plus beau livre qu'il m'ait été donné de lire. Vous êtes mon écrivain préféré. Pour l'amour de Dieu, taisez-vous. Je veux écrire un livre pour défendre le vôtre, Harry. Quand j'ai appris que vous l'aviez écrit pour Nola, j'ai d'abord été choquée, c'est vrai. Et puis je l'ai relu. C'est un livre magnifique. Vous y dites tout, surtout à la fin. Vous racontez le chagrin qui vous accablera toujours. Je ne peux pas laisser les gens salir ce livre, parce que ce livre m'a fait. Vous savez cet épisode de la limonade lors de ma première visite chez vous? Lorsque j'ai ouvert ce frigo vide, j'ai compris votre solitude. Et ce jour-là, j'ai réalisé, Les origines du mal, c'est un livre de solitude. Vous avez écrit la solitude d'une manière spectaculaire. Vous êtes un immense écrivain. Arrêtez, Marcus. La fin de votre livre est tellement belle. Vous renoncez à Nola. Elle a disparu pour toujours, vous le savez. Et pourtant, vous l'avez attendue malgré tout. Ma seule question, à présent que j'ai véritablement compris votre livre, concerne le titre. Pourquoi avoir donné un titre aussi sombre à un livre aussi beau? C'est compliqué, Marcus. Mais je suis là pour comprendre. C'est trop compliqué. Nous nous dévisageâmes face à face, en position de garde, comme deux guerriers. Il finit par dire « Je ne sais pas si je pourrais vous pardonner, Marcus. » Me pardonner? Mais je reconstruirai Gouskov, je paierai tout. Avec l'argent du livre, nous vous reconstruirons une maison. Vous ne pouvez pas saborder notre amitié comme ça. Il se mit à pleurer. Vous ne comprenez pas, Marcus. Ce n'est pas à cause de vous. Rien n'est de votre faute. Et pourtant, je ne peux pas vous pardonner. Mais me pardonner quoi? Je ne peux pas vous dire. Vous ne comprendriez pas. Mais enfin, Harry, pourquoi toutes ces devinettes? Que se passe-t-il, bon sang? Du revers de la main, il essuya les larmes de son visage. Vous vous souvenez de mon conseil? Demanda-t-il. Lorsque vous étiez mon étudiant, je vous ai dit un jour, n'écrivez jamais un livre si vous n'en connaissez pas la fin. Oui, je m'en souviens bien. Je m'en souviendrai toujours. La fin de votre livre, comment est-elle? C'est une belle fin. Mais elle meurt à la fin. Non, le livre ne se termine pas avec la mort de l'héroïne. Il se passe encore de belles choses après. Quoi donc? L'homme qui l'a attendu pendant plus de 30 ans se remet à vivre. Extrait de Les origines du mal, dernière page.
Lorsqu'il comprit que rien ne serait jamais possible et que les espoirs n'étaient que des mensonges, il lui écrivit pour la dernière fois. Après les lettres d'amour était venu le temps d'une lettre de tristesse. Il fallait accepter. Désormais il ne ferait plus que l'attendre. Toute sa vie il l'attendrait. Mais il savait bien qu'elle ne reviendrait plus. Il savait qu'il ne la verrait plus, qu'il ne la retrouverait plus, qu'il ne l'entendrait plus. Lorsqu'il comprit que rien ne serait plus jamais possible, il lui écrivit pour la dernière fois. Ma chérie, ceci est ma dernière lettre, ce sont mes derniers mots. Je vous écris pour vous dire adieu. Dès aujourd'hui, il n'y aura plus de nous. Les amoureux se séparent et ne se retrouvent plus, et ainsi se terminent les histoires d'amour. Ma chérie, vous me manquerez tant. Mes yeux pleurent, tout brûle en moi. Nous ne nous reverrons plus jamais, vous me manquerez tant. J'espère que vous serez heureuse. Je me dis que vous et moi c'était un rêve, et qu'il faut se réveiller à présent. Vous me manquerez toute la vie. Adieu. Je vous aime comme je n'aimerai jamais plus.